bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de glucides AIGBA, de choline, et pas de choline dans la montagne, mais de choline, le micronutriment, c'est H-O-L-I-N-E, et de chocolat noir, voilà. Et aussi, on parlera d'un accessoire indispensable pour l'entraînement à la maison, en extérieur, etc. Alors, le premier sujet, le premier point, c'est les meilleurs féculents. Alors, c'est le titre de l'article que j'ai récupéré qui s'appelle « Les meilleurs féculents AIGBA ». Un article d'une journaliste scientifique qui s'appelle Marie-Céline Ray, qui a écrit pour la nutrition.fr un article sur les féculents. Donc le sous-titre, c'est « Les féculents sont des aliments riches en glucides qui peuvent avoir un index glycémique donc IG élevé, et quels sont les féculents à IG bas ?» Je vais pas vous insulter en vous faisant penser que vous ne savez pas ce qu'est un IG. Donc du coup, je vais passer la définition, puisque j'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Et on va aller directement au gros point de l'article. Donc il y a un sous-titre qui dit « Les féculents, des glucides avec un IG souvent élevé ». Donc dans les féculents, on retrouve une famille d'aliments comprenant les céréales et leurs dérivés, le pain, le riz, semoule, les pâtes, blé, boulgour, maïs, les pommes de terre, les légumes secs et légumineuses, lentilles, flageolets, pois chiches, lingots blancs, haricots rouges et fèves. Tous les féculents ne se valent pas si on compare leur index glycémique. Alors là, il parle des IGO. Donc dans les IGO, les féculents à IG élevé sont par exemple le pain, donc le pain blanc, avec un IG de la baguette courante de 75, les galettes de riz, tant appréciées des bodybuilders, un index glycémique de 85, et la plupart des pommes de terre en purée, bouillie ou cuites au four. Alors pas refroidi, refroidi en salade, ça baisse. Donc ces aliments se digèrent vite et font grimper rapidement le taux de sucre dans le sang. Ensuite, on a les féculents AIG bas et AIG modérés, donc qui sont les maïs doux en conserve et les légumineuses, haricots rouges, lentilles, pois chiches. Donc tout ça, c'est pour les IG bas. Et pour ceux AIG modérés, le riz basmati ou du pain complet au levain. Et les aliments AIG bas se digèrent lentement et procurent une sensation de satiété. Alors, les céréales AIG bas, comme ils disent, c'est dans le guide des index glycémiques, un petit livre que j'ai à la maison, et c'est vrai qu'on s'en sert régulièrement. C'est quand même pratique de savoir un petit peu ce qu'il en est d'un aliment. Alors là, je vais vous citer dans les céréales AIG bas, Pumpernickel, donc pain noir allemand, avec un IG à 50. All Bran de Kellogg's, IG 30. Alors les All Bran, si vous n'êtes pas habitué, allez-y mollo, sinon vous allez vous taper des maux de ventre assez violents. C'est très riche en fibres en fait. Donc allez-y vraiment tranquillo. Après vous avez les macaronis avec un IG de 47, vermicelle IG de 35, blé ébli cuisson 10 minutes, un IG de 50. Alors après, il faut faire attention à une chose, parce que par exemple les pâtes, beaucoup disent « ouais, les pâtes, c'est un IG élevé ». Alors, les pâtes trop cuites, les nouilles blanches trop cuites, oui. Mais globalement, les pâtes de blé dur, ça a plutôt un IG modéré. Donc, pourquoi ne pas en consommer ? C'est pour la simple et bonne raison que, au-delà de l'IG élevé, donc ça a plutôt un IG modeste, donc modéré, on va dire, ça a une charge glycémique élevée, ce qui conduit à avoir beaucoup de glucides à traiter, en fait. C'est ça, la charge glycémique. Donc de mémoire, le calcul, je me rappelle jamais de tête, mais c'est quantité de glucides de l'aliment multiplié par l'IG divisé par 100, et on obtient la charge glycémique. Je crois que c'est ça le calcul. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre ? Donc la charge glycémique tient en compte la quantité d'aliments consommés. Par exemple, si vous mangez une tranche de pain IG élevé, l'impact sera moins important que si vous mangez une grande assiette de purée. Oui, ça, vous savez, c'est un petit peu l'histoire des carottes.
où les gens disaient oui, les carottes, les glucides des carottes, l'IG des carottes, etc. Ouais, mais ils oubliaient de parler de la quantité de glucides des carottes qui n'est pas énorme. Ce qui veut dire que peut-être que l'IG est peut-être modéré ou élevé, peu importe, mais en fait la charge glycémique, donc la quantité de glucides, enfin c'est pas très important, quoi. Donc c'est pas exactement ça, hein, la charge glycémique, c'est pas que la quantité de glucides. Donc allez voir. D'ailleurs j'avais fait un cours assez long là-dessus, charge et IG, pour expliquer un petit peu tout. Allez voir d'ailleurs comment gérer ses glucides au quotidien. Vous tapez sur Google comment gérer ses glucides au quotidien et vous mettez Fitness Myth derrière, vous allez trouver facilement. Donc ils mettent même quels sont les fruits à IG bas. Donc oui, c'est vrai que les fruits, les gens ont tendance à dire oui, les fruits, mais c'est du fructose, donc ils ont par définition c'est que des IG bas. Ce qui est faux en fait, hein, puisque les fruits ne sont pas que du fructose. Il y a du fructose dans les fruits, mais les fruits ne sont pas composés que de fructose. Il y a du glucose et du fructose. Enfin, c'est un équilibre en fait. Enfin, un équilibre, un ratio qui diffère entre les différentes origines. Donc on va avoir la pomme fraîche avec un IG de 38, le pamplemousse IG de 25, le raisin IG 53, la banane pas trop mûre IG 52, le kiwi IG 53, la poire IG 38 et l'orange IG 42. Donc voilà un petit peu les choses. Bon voilà, ça vous apporte un petit peu de praticité dans votre quotidien. Donc je sais qu'il y en a qui vont se dire bon bah du coup je peux manger des pâtes, je peux manger du vermicelle et tout. La problématique des des IG et de la charge glycémique, c'est que si on regarde que les IG, on peut consommer énormément d'aliments. C'est-à-dire que la pâte à tartiner, par exemple, d'une célèbre marque que vous connaissez au chocolat, n'a pas un IG très élevé. Les petites billes au chocolat intérieur cacahuète que vous connaissez de toutes les couleurs n'ont pas un IG très élevé. Pourtant, ce sont des aliments, ça nous viendrait pas à l'esprit de les consommer au quotidien tous les jours pour la ligne. Pourquoi ? Parce que en fait, si on prend que l'index glycémique, et c'est pour ça qu'il faut pas regarder que l'index glycémique d'un aliment, c'est pour ça qu'il faut pas baser toute sa diète sur l'index glycémique, il faut essayer de voir un petit peu la charge et l'index et la qualité de l'aliment. C'est-à-dire qu'à la base, un aliment non transformé, qui plus est avec un IG modéré ou bas, et aussi avec une faible charge glycémique, en fonction de l'heure de la journée, des besoins de l'individu, etc. Il y en a qui ont peut-être besoin de charger à mort en glucides. Moi, typiquement, c'est pas mon cas. Sinon, je charge aussi à mort au niveau du tour de taille. Voilà. Quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans mon discours, et je le sais, avec les années qui passent, les glucides deviennent de plus en plus sévères avec nos tours de taille. Allez, on continue. Donc, deuxième article. Une étude explore les effets d'une carence en choline alimentaire sur la santé neurologique et systémique. Alors, c'est l'université de l'État de l'Arizona qui produit ça. Donc, en résumé, la choline, un nutriment essentiel produit en petite quantité dans le foie, est présent dans des aliments tels que les œufs, le brocoli, les haricots, la viande et la volaille. Et c'est un élément vital pour la santé humaine. Une nouvelle étude explore les effets néfastes d'une carence en choline alimentaire sur l'organisme et pourrait être une pièce manquante du puzzle de la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, actuellement, c'est 0% de guérison. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est quand ça se déclare, que ça se déclenche, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que c'est terrible en fait la maladie d'Alzheimer pour ceux qui ont connu un proche touché. Moi, ma grand-mère a été touchée par ça. J'étais pas très proche, donc j'ai pas pu voir vraiment subir et émotionnellement être vraiment impacté par ça, mais des gens qui ont par exemple leur mari, leur femme ou leur père ou leur mère, peu importe, qui sont touchés par ça, ça doit être quelque chose d'assez terrible de pas être reconnu par le proche qu'on aime. Donc c'est pour ça que la recherche sur la maladie d'Alzheimer, elle est assez active parce que y a rien aujourd'hui globalement pour en tout cas faire marche arrière à la pathologie. Donc pourquoi je parle de ça ? Alors on va pas parler d'Alzheimer, on va parler de système nerveux, de cerveau et tout ça, mais c'est vrai que la choline, on en trouve, quand on parle choline, on pense souvent jaune d'œuf.
Parce que, pour rappel, le jaune d'œuf, c'est quoi, 140 mg par œuf? Alors attendez, je vais regarder. Choline, œuf, milligrammes, je vais vous dire ça tout de suite. 147 mg par œuf de gros calibre. Donc déjà, on va parler des besoins de l'individu. Donc, alors, de nouvelles données indiquent que l'apport quotidien recommandé en choline alimentaire pour les femmes adultes est de 425 mg par jour et les hommes adultes de 550 mg par jour. Et c'est peut-être pas optimal pour la santé du cerveau et la cognition. Et ils disent en outre, environ 90% des Américains ne respectent pas les niveaux recommandés et ne savent peut-être même pas que la choline alimentaire est nécessaire au quotidien. Donc, ils en viennent au fait, alors j'avais vu pour eux, il faut en consommer au quotidien. Pour rappel, l'œuf, qui est quand même une source majeure et très importante de choline, c'est 147 mg par un œuf, pour un œuf de bonne taille. On en aurait besoin au minimum de 550 mg pour un homme et 425 mg pour une femme. Donc on se rend bien compte qu'on a des besoins relativement élevés et que Alors moi je fais pas de raccourci. Je sais pas de quand date la maladie d'Alzheimer et tout ça. Je ne sais pas. Quand j'ai pas fait d'études là-dessus, je suis pas médecin, d'études sur Mais on vient de passer, on va dire plus de la moitié d'un siècle à diaboliser les œufs, notamment le jaune d'œuf. Alors je parle surtout dans notre pays, en France et tout, mais je pense ailleurs aussi, par rapport au cholestérol et tout. Est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas, parce qu'en tout cas, c'était une source importante de choline qui, elle, est une source importante de la protection contre Alzheimer, visiblement, puisque ça évite de trop détériorer les fonctions neurologiques. Donc je reprends les citations de l'article. La prise de conscience croissante de l'importance de la choline devrait inciter tous les adultes à veiller à un apport adéquat en choline. Cela est particulièrement vrai pour les personnes suivant un régime à base de plantes, donc on pense aux véganes et aux végétariens, qui peuvent être pauvres en choline naturelle, étant donné que les aliments riches en choline sont les œufs, les viandes et la volaille. Donc messieurs, dames, purs véganes et purs végétariens, je sais que les végétariens, souvent, vous avez une adoration pour les œufs, et tant mieux, puisque voilà. Mais faites attention pour ceux qui n'en consomment pas beaucoup ou peu, qui n'ont pas trop de sources d'œufs, viande alors, les œufs, les viandes et les volailles, c'est marrant. Volailles et viande, ils mettent pas dans la même catégorie. Les volailles ont vraiment une catégorie distincte, dans les études. C'est toujours intéressant. Essayez d'en avoir. Bon. Les aliments à base de plantes riches en choline, ça existe aussi, notamment le soja, le chou de Bruxelles et le pain grillé, peuvent aider à augmenter la choline dans ces cas. De plus, si on se met n'allez pas manger de la baguette, une demi-baguette tous les matins. De plus, les suppléments de choline peu coûteux et en vente libre sont encouragés pour assurer la santé du système et protéger le cerveau des effets de la neurodégénérescence. Alors je sais qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans un mode de pensée où ça sert à rien de consommer un complément alimentaire isolé puisque un aliment doit être mangé avec l'intégralité dans toute sa matrice, etc. Avec l'intégralité de sa matrice, peut-être. Les compléments alimentaires, il y en a quand même qui fonctionnent. Faut arrêter. Quand les gens prennent du magnésium ou de la vitamine C, il y a quand même un effet. C'est vrai que si demain, moi, je devais être complètement végane, j'essaierais d'observer tout ce que la viande, tout ce que le règne animal apporte et dont potentiellement je peux être carencé. Par exemple, les oméga 3 d'origine marin, la choline, de la créatine également. Des choses qui sont apportées essentiellement par les aliments d'origine animale. Et quoi qu'on en dise, même si les meilleurs vous diront que si vous faites les bonnes associations végétales, vous manquez de rien, en fait, ils en savent strictement rien puisque parfois, leur habitude alimentaire, elle date de quelques semaines, voire quelques mois, allez, au maximum quelques années, et disent, regardez, moi, il m'est rien arrivé, donc tout va bien. Sauf qu'une carence et une dégradation, on parle d'Alzheimer, par exemple, là, c'est l'histoire de toute une vie. Donc, eux-mêmes n'en savent rien, en fait, des effets de l'alimentation qu'ils ont aujourd'hui. C'est pour ça que les études sont quand même importantes à connaître, à lire, à observer, parce que eux, ils ont un certain recul, ils peuvent observer une population qui a été privée de tels
micronutriments ou carencé par exemple en tel ou tel oligo-élément, peu importe, et de voir quelles sont les pathologies qui se retrouvent chez ces individus-là. Et c'est quand même mieux qu'une personne qui dit ça fait 3 mois que je fais le jeûne intermittent et je me sens revivre. Enfin voilà, j'essaye de sans critiquer. Hein, je prends le jeûne intermittent parce que c'est la mode, mais ça pourrait être je suis vegan ou je suis paléo ou je suis cétogène. Voilà, il y a quand même une littérature qui existe médicale, scientifique, qui peut quand même nous éclairer sur tout ça. Donc, ce travail de collaboration qui couvre plusieurs institutions et étudie le processus moléculaire du vieillissement au niveau des systèmes s'ajoute à l'ensemble des preuves produites autour de l'importance de la choline alimentaire dans le vieillissement en bonne santé. Donc, c'est encore une autre citation. Ce que j'ai trouvé particulièrement fascinant dans ce projet, c'est que de multiples organes, dont le dysfonctionnement, peut avoir des répercussions sur la santé du cerveau, subissant les effets négatifs d'un régime déficient en choline, a déclaré Jessica Judd. Bon, après, vous avez... allez voir l'article. Bon, il est en anglais. Mais la conclusion, en gros, nos travaux confirment que la choline alimentaire doit être consommée quotidiennement, étant donné les besoins de l'ensemble de l'organisme. Donc c'est vrai que, imaginez bien une chose, c'est que les gens qui mangent des aliments transformés, qui se privent de manger des œufs, qui mangent pas beaucoup de végétaux, qui mangent peu de viande parce que ça coûte un bras. Encore une fois, ce sont les populations qui vont être pénalisées par ça, quoi. Et donc là, je recite autre chose, peut-être que ça vous intéressera, mais la nouvelle étude porte sur des souris âgées de 3 à 12 mois du début à la fin de l'âge adulte, ce qui correspond à peu près à l'âge de 20 à 60 ans pour les humains. Dans le cas des souris normales et transgéniques présentant des symptômes de maladie d'Alzheimer, celles qui ont été exposées à un régime déficient en choline ont présenté une prise de poids et des effets indésirables sur leur métabolisme. L'analyse des tissus a permis d'observer des dommages au foie, ainsi qu'une hypertrophie du cœur. Des taux élevés de protéines bêta-amyloïdes solubles, oligomères et insolubles ont été détectés, ainsi que des modifications de la protéine taux caractéristiques de celles qui conduisent à des enchevêtrements neurofibrillaires dans le cerveau. Désolé pour le jargon. Bref, mangez de la choline et arrêtez de diaboliser ce que la nature nous met à disposition sous prétexte que, je sais pas, que ça serait trop calorique ou trop gras ou peu importe. Bon, en tout cas, c'est... allez lire l'intégralité, toutes les notes sont sous le podcast. Allez, on passe à quelque chose de plus fun, même si c'est toujours fun d'apprendre comment se maintenir en santé. Pourquoi le chocolat est-il si bon ? Alors, je ne sais pas si vous êtes adepte du chocolat noir. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que même s'il y a un dessert sympa au menu, donc par exemple le week-end, je sais pas, là on est dans la période des galettes, si ça peut être une galette ou peu importe, si vous faites un repas de famille un week-end et qu'il y a un bon dessert, est-ce que vous faites partie des gens qui hiérarchiquement placent toujours le chocolat noir au-dessus ? Sauf, évidemment, si c'est un dessert chocolaté type fondant ou mousse au chocolat ou autre. Moi, je fais partie de ces gens-là. C'est-à-dire que moi, je suis team chocolat. C'est-à-dire, s'il y a une tarte aux pommes au dessert, je préfère la refuser et prendre un carré de chocolat noir. Parce que je préfère le chocolat à la tarte aux pommes, en fait. S'il y a une mousse au chocolat, je prends la mousse au chocolat. Voilà. Bon, c'est problème peut-être de gens qui font la diète, ou je sais pas, il y en a qui se posent pas cette question, qui est mousse au chocolat, tarte aux pommes, ils prennent tout, un peu de tout d'ailleurs. Mais quand on fait attention, on essaie quand même de modérer tout ça. Donc des scientifiques ont décodé le processus physique qui se déroule dans la bouche quand on mange un morceau de chocolat, qui passe de l'état solide à une émulsion lisse que beaucoup de gens trouvent totalement irrésistible. Alors, je sais pas quel team vous êtes, alors là c'est que les mangeurs de chocolat qui vont me comprendre, mais est-ce que vous êtes team je croque et j'avale direct, etc. ou est-ce que vous êtes plutôt team vous laissez fondre dans la bouche pour que ça dure longtemps ? Alors moi, j'ai 2 façons de manger du chocolat. J'ai la façon où je suis en colère et énervé, par exemple un peu trop stressé ou trop stimulé par quelque chose au moment où je le croque, et là, comme un besoin irrépressible de dopamine ou j'en sais rien, je vais le croquer vite sans trop le savourer. Ce qui est une bêtise d'ailleurs parce que je le savoure pas. Et ça peut m'arriver par exemple si j'ai l'esprit préoccupé ou si je suis contrarié.
Par contre, si je suis bien détendu et tout, là, je vais le laisser fondre. Et c'est là où il y a le meilleur plaisir, je trouve. Vraiment, on le laisse fondre, on le fait un peu glisser entre la langue et le palais, on le laisse vraiment diffuser au maximum. Et d'ailleurs, plus le chocolat, son pourcentage est élevé en cacao, plus il a tendance à durer longtemps dans la bouche, je trouve. Et ça, pour moi, c'est vraiment le summum, quoi. Bon, c'est ce qu'ils sont en train de dire aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont en train de mettre peut-être au point, vous savez de toute façon que le chocolat, ça pousse pas comme ça dans la nature, hein. Il y a les fèves de cacao, il y a tout un process. Et en fait, ils sont en train de voir que ce qui crée justement cette sensation agréable, vous savez, quand il commence à peine à fondre dans la bouche et qu'il y a cette surface glissante et lisse qui commence à se former, tout le monde, tous ceux qui fonctionnent comme moi avec le chocolat voient exactement de quoi je veux parler dans la bouche là. Et ben ils se sont rendus compte que c'est dû à la petite couche de graisse qu'il y a autour. Et que finalement le gras qu'il y a à l'intérieur n'est pas nécessaire, ça modifie pas le plaisir en bouche. Donc ils sont en train de voir pour reformuler le chocolat, pour laisser cette fine pellicule à l'extérieur comme actuellement, mais peut-être d'enlever le gras qu'il y a à l'intérieur. On pourrait le rendre moins calorique tout en conservant le même plaisir à le consommer. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, personnellement, moi, le chocolat, de toute façon, c'est déjà un aliment transformé, qu'on le veuille ou non. Les gens qui veulent manger pas transformé, qui mangent du chocolat noir, je suis désolé, mais ça reste un aliment transformé. Moi, je l'assume, je le dis, j'en mange du 90%, mais ça reste un aliment, c'est tout retouché par l'homme, hein, le chocolat noir. Il y a pas ça pousse pas comme ça dans la nature. Et donc, si on peut arriver à mettre au point des chocolats tout aussi riches en cacao, donc qui voudrait dire aussi riches en polyphénol et tout, on l'espère, hein, pas trop retravaillé, pas trop maltraité pour que toutes les polyphénols s'y retrouvent, parce que c'est bon pour la santé cardiovasculaire et lutter contre l'inflammation et tout, c'est très bien. Mais si on peut réduire un peu l'apport calorique, parce que 30 grammes de chocolat, c'est à peu près 170, 180 calories, hein, donc ça va vite. 30 grammes, c'est 3 carrés, quoi, hein, on n'est pas sur des doses monstrueuses, hein. Donc ça peut aller très très vite pour des gens qui ont du mal à contrôler leur quantité de graisse et de calories, parce que surtout des graisses pour le chocolat noir. Après, quand on bascule sur des chocolats plus faibles en cacao ou plus, on va dire, chocolat au lait et tout, on va tomber dans des apports en sucre plus élevés. Mais globalement, c'est ça, quoi. Enfin bon, tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que peut-être qu'on va s'approcher d'un chocolat plus sain, en tout cas moins calorique, et ça peut être quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, ils disent aussi, nous pensons qu'il est possible de produire du chocolat noir selon une architecture en couches dégradées, la matière grasse recouvrant la surface des chocolats et des particules, afin d'offrir l'expérience de gourmandise recherchée sans ajouter trop de matière grasse à l'intérieur du corps du chocolat. Donc après, il parle des revenus de vente du Royaume-Uni, etc. Bon, on s'en fout un petit peu. Nos recherches ouvrent la possibilité que les fabricants puissent concevoir intelligemment du chocolat noir pour réduire la teneur globale en matière grasse. Alors là, moi, il y a un autre problème qui va se poser. C'est que si la tablette fait toujours 100 grammes ou 200 grammes selon les tablettes qu'on achète, il y a un moment donné où cette matière en moins de gras, elle va être remplacée par quoi ? Si c'est plus de matière première, ça va coûter plus cher, parce que j'imagine que le cacao coûte plus cher que le gras. J'imagine que le cacao coûte plus cher que le sucre. Donc j'espère qu'ils vont pas tamponner ce gras en moins par du sucre en plus. L'idéal serait de mettre du cacao maigre en plus, pour avoir encore plus de polyphénol, etc., quoi. Mais dans ce cas-là, est-ce que le cacao resterait à 90%, ou est-ce qu'il va pas monter bien plus haut, quoi ? Si on prend du 90% habituellement, c'est celui que je consomme. Je sais qu'il y en a qui prennent du 92 ou même du 99, voire du 100%. Moi, le 90, je trouve que c'est un juste équilibre. Je sais pas vous, mais moi, celui juste au-dessus, j'ai l'impression qu'il me stimule un peu trop. Alors c'est peut-être un effet placebo, parce que je connais un petit peu la composition du chocolat, mais moi j'ai l'impression qu'il me stimule un petit peu trop. Je rentre dans une catégorie où là ça devient plus intéressant, ça devient un peu trop stimulant, quoi. Après ça peut être intéressant à d'autres moments, mais pas en fin de journée devant la série le soir sur le canapé, quoi.
Alors, il y a un accessoire que je vous recommande tous de posséder. J'en ai parlé ce week-end sur mon site. Pourquoi ? Parce que ça permet de casser la routine, que ça permet vraiment de se mettre en forme sans avoir on va dire, un home gym hyper complexe et tout ça. Il y a eu beaucoup d'études faites sur lui, il y a eu beaucoup de contenu déjà produit, etc. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vous donner régulièrement des preuves concrètes de ce qui existe. Parce que c'est vrai que quand il y a quelque chose qui a tendance à fonctionner, on a très souvent tendance à vouloir soigner tous les cancers avec, faire la paix dans le monde avec, etc. C'est un peu de l'abus. Moi, j'aime bien retourner à la littérature scientifique et vous dire, OK, tel accessoire, il y a eu telle étude et ça a démontré telle efficacité ou telle différence par rapport à un autre. Et c'est ce dont on va parler, ceux qui ont suivi ce week-end l'ont vu déjà, ça s'appelle un accessoire à posséder ou cet accessoire dont vous avez besoin. Pour les problèmes de dos, pour booster la testo, pour se créer une armure musculaire. Enfin bon, voilà, tout un tas de domaines comme ça que les études ont exploré par rapport à ça. Et voilà, donc vous aurez une vidéo avec le cours pédagogique, plus les vidéos exercices, plus l'accessoire effectivement, et tout un tas de recommandations là-dessus. Donc allez voir, le lien se trouve dans les notes de ce podcast, et on se retrouve de l'autre côté si ça vous intéresse. Je vous dis très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.